Voilà, donc je démarre l'enregistrement. Je m'appelle Lionel Medini et je vais vous faire un cours sur les design patterns, c'est-à-dire la réutilisation dans les systèmes d'information, dans le cadre de l'UE Génie logiciel. Ce cours sera en ligne sur une plateforme de streaming. On ne sait pas encore bien laquelle parce qu'apparemment il y a eu quelques petits soucis avec la plateforme institutionnelle. Et j'ai vu que Mathieu et moi mettaient les cours sur YouTube, donc on va voir un petit peu comment on fait ça. En attendant, donc dans le chat MIF01 CM, vous avez l'URL des slides. Voilà. Et donc normalement, vous êtes la moitié de la promo, ou vous allez être la moitié de la promo à suivre ce cours en direct à 11h30 et puis l'autre moitié verra le replay à 15h45 à condition que d'ici là j'ai réussi à l'uploader sur une plateforme quelconque. Voilà, ce cours est assez long. Je veux pas vous faire peur, mais il y a plus de 160 transparents. Alors la bonne nouvelle, c'est que je vais pas faire ça en 1h30, mais qu'on a deux séances. On a une séance aujourd'hui et une autre séance demain matin à 8h. La deuxième séance ne durera qu'une heure parce que Mathieu moi prendra le relais à partir de 9h pour faire un petit complément d'information sur Checkstyle, etc. Donc on va pas tarder à commencer. Voilà, j'ai à peu près donné toutes les indications que j'avais sur ce cours-là. Et ben on est parti alors, hein. Donc on va parler de réutilisation dans les systèmes d'information. Je commencerai par vous dresser un petit topo général sur l'introduction. Ah oui, alors soyez gentils de couper vos micros, sinon on va avoir un écho, ça va être compliqué. Merci. Sur le principe de réutilisation, ensuite on parlera d'un truc qui s'appelle GRASP. Ça veut dire je sais plus le G d'ailleurs, Responsibility Assignment Software Pattern, General Responsibility Assignment Software Pattern, c'est grosso modo de la conception orientée par les responsabilités, on verra cette notion de responsabilité. Et puis on attaquera plus sur les design patterns. Je pense qu'aujourd'hui, sur la séance d'une heure et demie, on va couvrir les trois premiers points, introduction, grasp et pattern. Et on parlera plus de patterns architecturaux demain matin. Voilà, alors, la première chose, c'est que je voulais vous montrer une vidéo YouTube qui forcément ne passe pas sur mon PowerPoint. Donc vous avez le lien et puis hop, je vais switcher dessus. Donc c'est une petite vidéo toute bête. Voilà. Donc ça c'était juste une petite mise en jambe là. L'idée c'est de dire que à partir du moment où on est capable de développer un process, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de le partager. D'accord. Bon, là, l'exemple du singe et qui se fait piquer ses noix, c'est quelque chose d'assez
d'assez basique, mais grosso modo, la question c'est, voilà, dès que j'ai besoin de concevoir quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fait la même chose? Est-ce que je peux réutiliser quelque chose? Et qu'est-ce que je peux reprendre? Pour être capable de reprendre des processus de conception ou des ensembles ou des morceaux de code, bah, l'idée c'est qu'on soit capable d'écrire la façon dont c'est architecturé. D'accord? Et pour décrire cette façon dont c'est architecturé, ce qu'on va essayer de faire, bah, c'est de classifier des types d'architecture, des types de conception, de façon à être capable plus facilement de transmettre cette information. Donc voilà, la réutilisation de code en informatique, c'est quoi? Bah, c'est de la réutilisation de code métier qu'on va avoir sous forme alors, de bibliothèques, de composants, de frameworks, de plein de choses, d'accord? Qu'on peut soit acheter, fabriquer soi-même en fonction de ce dont on a besoin ou récupérer sur le web, hein, peu importe. L'idée, c'est que derrière, ben, on gagne du temps à éviter de reconcevoir un truc, d'accord? Euh, Non seulement on gagne du temps, mais on gagne en fiabilité. D'accord? En général, si vous reconcevez quelque chose qui existe déjà à partir de rien, vous allez forcément faire un truc qui va être plus buggé que quelque chose qui a été conçu, retravaillé, évolué par la communauté, etc. D'accord? Donc le but du jeu, c'est vraiment de réutiliser au maximum comme j'ai tendance à le dire assez fréquemment, et je vous le répéterai, je suis aussi responsable de l'UEMIF 03 conception web, d'accord? L'informatique, c'est un sport de feignant, d'accord? Essayez de réutiliser au maximum les choses plutôt que de les reconcevoir vous-même, vous gagnerez du temps et vous aurez un code qui est beaucoup plus réutilisable. Donc voilà, l'exemple qu'on avait là, c'était ben, voilà, le code, c'était le processus, c'est-à-dire grosso modo l'outil qu'on a utilisé, la pierre, là, voilà. Et le problème qu'il y avait, c'était casser une noix, d'accord? Donc il fallait trouver que, grosso modo, de façon générique, et on va essayer d'abstraire au maximum les choses, l'objectif, c'est de trouver quelque chose de dur pour casser la noix. D'accord? Après, voilà, on peut utiliser des outils génériques qu'on va spécialiser en fonction des besoins de son application, mais grosso modo, c'est l'idée là. D'accord? Et on voit que finalement, quand on va créer une presse ou quand on va fabriquer des outils beaucoup plus évolués, le principe reste le même. D'accord? Donc, on va essayer de faire en sorte d'abstraire les principes, d'accord, et après de les catégoriser en fonction du problème qu'on a. D'accord? Quand on est un singe et qu'on essaie de casser une noix, on ne va pas utiliser une presse hydraulique. D'accord? Par contre, on peut effectivement, quand on est un tout petit peu plus intelligent qu'un singe et qu'on a des besoins un tout petit peu plus particuliers, réutiliser le même principe de conception, mais dans un contexte particulier. D'accord? Et les patterns, ça va être le principe plus le contexte qu'on va essayer de modéliser. Donc voilà, un design pattern, c'est un modèle de solution à un problème de conception classique, d'accord, dans un contexte. Comme je vous ai dit, il faut le problème, le principe et le contexte. L'objectif de ce cours-là, ça va être de vous permettre d'identifier, de catégoriser, de décrire le problème déjà, d'accord, de savoir de quoi vous avez besoin. Merci à la personne qui a laissé son micro ouvert de le fermer. Et puis, à partir de là, être capable de décrire la solution dont on a besoin, l'abstraire et la catégoriser avec éventuellement dans quel contexte elle s'applique, qu'est-ce qu'elle est capable de faire, qu'est-ce qu'elle n'est pas capable de faire, etc., etc. Alors, en termes de code et de conception orientée objet, bah, la solution, ça va être la structure ou le comportement des objets les uns par rapport aux autres. Euh, alors, à l'origine, cette notion de pattern, c'est quelque chose qui vient de la construction et de l'architecture. D'accord? Il y a un type qui s'appelle Christophe Alexander qui, à la fin des années 70, a dit que bah, voilà, quand on crée un immeuble, enfin un appartement, on a une cuisine, une salle de bain, une pièce à vivre, etc. etc. Et plutôt que de dire
un espace dans lequel il y aura une baignoire, un lavabo, il dit une salle de bain, et puis on sait que ça regroupe un certain nombre de choses. D'accord? L'idée, elle est aussi basique que ça. Et derrière, bah, du coup, ça permet d'avoir un vocabulaire commun qui va permettre de parler des choses et de s'entendre par rapport à ça. Ça a été récupéré dans le domaine de l'IHM avec un certain nombre de patterns de conception centrée sur l'utilisateur. Voilà. Et puis en conception informatique, donc il y a eu voilà, fin des années 80 et début des années 90, des gens qui ont commencé à se réunir pour parler de patterns, et puis ça les a bien amusés. Et donc il y avait quatre gars qu'on appelait le Gang of Four, qui ont produit un premier livre en 91. Et puis à partir de 94, il a commencé à y avoir quelques conférences sur les design patterns. Alors il y en a encore maintenant, mais comme c'est un domaine qui a été, on va dire, relativement exploré, c'est plus tellement du domaine de la recherche, c'est quelque chose de relativement commun. Donc c'est plus vraiment des gens qui veulent partager un certain nombre de processus de conception dans le domaine dans un domaine particulier. Je redis à la personne qui a laissé son micro ouvert de bien vouloir le couper, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un pattern? Ben, on lui donne un nom. Comme je vous ai dit, c'est aussi un vocabulaire. Ça permet de parler et de s'entendre sur des concepts de façon rapide et concise. Donc le pattern, le nom doit être évocateur et concis. Une description du problème qu'on essaie de régler. D'accord? Le contexte dans lequel le problème survient et dans lequel la solution qu'on va proposer va fonctionner. Et puis des avantages et des inconvénients. D'accord? Enfin, je dis et puis, mais il va y avoir. Il y a trois slides hein, sur la description d'un pattern. Voilà, donc on va avoir éventuellement à déterminer des compromis qu'il y aura besoin de pour appliquer ce pattern. Bien entendu, on va décrire la solution qu'on veut mettre en œuvre, d'accord? Comment on la met en œuvre d'un point de vue statique, alors et ou dynamique. Il y a des patterns qui sont plutôt statiques que vous verrez, d'autres plutôt dynamiques. Alors il y a plein de sortes de classification des patterns sur lesquels je reviendrai plus loin. Une description abstraite de ce pattern avec les éléments de conception, alors la notion de responsabilité sur laquelle je reviendrai également, la collaboration entre les objets, etc. Éventuellement, il peut y avoir des variantes entre les patterns, donc là on en parlera aussi. Ce à quoi on aboutit à la fin, donc le contexte résultant une fois qu'on a appliqué la solution, les conséquences qu'on peut avoir qui sont positives et négatives. On peut avoir des exemples aussi qui permettent d'illustrer les patterns, l'application dans lesquelles ça s'applique justement. Voilà. Des justifications pour lesquelles, enfin des raisons pour lesquelles on a utilisé le pattern et éventuellement une discussion ou des réflexions sur ce que ça a apporté. Alors ça, ces choses-là, c'est quand même un tout petit peu enfin, moins fréquent. La justification, en général, on dit, bon, voilà, on applique tel pattern et puis basta. Par contre, ce qu'on va avoir souvent, c'est les descriptions de patrons associés. D'accord? Il y a des patterns qui vont souvent ensemble ou des patterns qui sont un peu opposés, quoi. Voilà, et puis donc de nouveau discussion, avantages, inconvénients, etc., variantes, conseils d'application, etc. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses. Je vous décrirai pas tous les patterns avec tous ces éléments-là, d'accord? Mais vous pouvez avoir toutes ces informations-là quand vous parlez d'un pattern. Bien entendu, vous avez tous compris que design pattern et patron de conception, c'est la même chose et que j'ai tendance à parler plutôt de pattern que de patron, mais c'est la même chose. Voilà, donc les patterns, c'est. Donc là, je vais lire le slide parce que c'est vraiment quelque chose de textuel. Donc, c'est des solutions éprouvées à des problèmes qui sont récurrents, d'accord? Donc, qu'on a abstraits. C'est spécifique à un domaine d'utilisation et à un contexte.
Pour un expert du domaine, c'est pas exceptionnel, un pattern, ça fait partie vraiment de son savoir habituel. C'est une forme, alors littéraire pour documenter des pratiques, ça va avec ce qui est après, c'est un vocabulaire partagé. Donc c'est vraiment une façon de parler de son domaine d'expertise et quelque part de gagner du temps et de bien se comprendre. D'accord? Et donc c'est un moyen efficace de réutiliser et de partager l'expérience qu'on a eue en conception et toujours pareil, ça favorise la réutilisabilité. Par contre, ce que ce n'est pas, c'est pas limité au domaine informatique. On avait vu que ça venait de l'architecture, que d'autres domaines s'en étaient emparés également. C'est absolument pas quelque chose de nouveau, d'accord? C'est pas des trucs qui sont one shot, hein, c'est pas des choses qui ont fonctionné qu'une fois et qu'on a jamais réutilisées. C'est pas un principe abstrait ou une heuristique. On essaiera de distinguer la notion de principe de conception et de pattern de conception, ou patron de conception. C'est pas une panacée non plus, c'est pas la solution miracle à tout. Je vous en reparlerai quand on parlera notamment de la notion de rajouter un niveau d'indirection ou des choses comme ça. Voilà, donc dans la distinction entre les principes de conception et les patterns, voilà, on va avoir des principes généraux qui sont utiles mais qui ne s'appliquent pas à un problème concret, c'est-à-dire grosso modo qu'on est capable d'abstraire, mais on ne vous décrit pas une solution. On vous décrit un petit peu plus le problème et puis des choses qu'il faut pas faire. Donc c'est par là que je vais commencer. Les exemples, c'est ce qu'on a abusivement tendance à parler à appeler des patterns, qui sont des patterns sur l'assignation, le fait de déterminer les responsabilités des classes. Mais d'autres choses dont vous avez forcément entendu parler, je pense que Mathieu Moi a dû vous en parler, notamment dans les cours, le cours précédent. Le principe KISS, Keep It Simple, Stupid, Don't Repeat Yourself, Duplication is evil, parce que bah, ça c'est le truc classique. Hein, si vous mettez deux fois, si vous faites du copier-coller de code et que bah, vous changez, votre code doit évoluer, vous changez une seule fois et puis à la fin vous avez des trucs qui ne correspondent plus. Vous n'allez pas vous en servir. Je passe du temps à programmer des trucs qui serviront à rien, etc., etc. D'accord? Un autre truc qu'on a tendance à essayer de souligner, c'est les principes solides. Ça, c'est pareil. Je pense que ça vous a déjà été enseigné, mais on va en reparler. Single responsibility pour le S. Donc là, on va en reparler quand on va parler de la définition des responsabilités des classes. Mais on va voir qu'il y a un pattern qui s'appelle forte cohésion. Open closed, ça c'est très important. Les classes doivent être ouvertes à l'extension et fermées à la modification. D'accord? Ça veut dire que si vous concevez vos objets proprement, vous allez avoir des choses qui vont être stables, d'accord? Et qu'on pourra étendre sans modifier le code interne des objets. D'accord? Par exemple, en utilisant alors ce qu'on appellera, ce que je vous définirai tout à l'heure comme un pattern décorateur. D'accord? On va mettre des choses autour qui vont enrichir un objet, mais l'objet, lui, reste stable et on peut le réutiliser tel qu'il était au départ. Ce qui permet de réutiliser l'objet et d'avoir pas des objets qui changent parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu rajouter, par exemple, des fonctionnalités dedans. Alors le S, parce que forcément pour faire solide il fallait le L, excusez-moi, pour faire solide il fallait un L, donc ils vont appeler ça le principe de Liskov ou la substitution de Liskov. L'idée c'est qu'on est capable de substituer un objet par ses sous-types, d'accord? C'est ce que j'aurais tendance à appeler à partir de dorénavant design by contract, d'accord? Vous avez tous fait plein d'objets, de Java, de classes et d'interfaces. Quand vous définissez un type d'objet, d'accord, vous n'avez pas besoin de savoir comment il fonctionne à l'intérieur. Donc, vous avez une interface, vous définissez l'interface de l'objet et dans vos patterns, vous allez utiliser l'interface. D'accord? L'implémentation n'est pas utile
quand on veut présenter le comportement d'une classe par rapport à une autre, enfin d'un objet par rapport à un autre, pardon. Donc essayez autant que faire se peut de fonctionner au niveau des interfaces, d'avoir, je sais pas moi, quand vous avez besoin d'une collection d'objets par exemple, ce qu'on ne veut pas voir dans les classes Java, c'est ArrayList Toto égale new ArrayList, par exemple. D'accord? Toto, c'est une liste. D'accord? Égale new ArrayList parce que vous avez besoin d'une classe d'implémentation quand vous faites une instantiation. Mais par contre, le type de Toto, ça doit être une liste. Ça ne doit pas être ArrayList. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Le contrat de la classe ArrayList, c'est défini par son interface, c'est défini par l'interface list. Interface segregation, donc si vous avez plusieurs interfaces, prenez la plus spécifique en fonction du besoin que vous avez. Et puis, inversion de dépendance, quand vous avez une abstraction, essayez de dépendre de l'interface et pas de l'implémentation en question. Donc ça rejoint un petit peu Design by Contract. Euh, je vous parlerai de l'inversion de dépendance quand on va parler de framework. Vous allez en bouffer de ça bientôt. Ouais, je pense que ça fait partie des choses dont je vous parlerai demain matin. Et puis, je vous en remettrai une couche en MIF 03. Et pour ceux qui continueront au deuxième semestre avec du web avancé, vous aurez ça en MIF 13. Et puis, pour ceux qui continueront en TIB l'année prochaine, vous en boufferez aussi en TIB. Donc ça, vous aurez l'occasion d'en entendre parler. Voilà, donc en ce qui concerne les patterns cette fois-ci, donc les idiomes de programmation, vous allez avoir différentes techniques, différents styles spécifiques à des langages. On va parler des patrons de conception donc en termes d'interaction de composants, en termes d'architecture, etc., etc. Enfin voilà, vous allez avoir pas mal de choses, patrons d'analyse, patrons d'organisation. Ça dépend. Le pattern que vous allez utiliser va dépendre aussi de la phase du développement de votre projet à laquelle vous êtes. D'accord? Au départ, ce que vous allez faire, c'est des diagrammes, on va dire des diagrammes de classe ou des diagrammes dynamiques gros grains parce que vous faites de la modélisation et si vous êtes dans une démarche agile, vous voulez discuter avec votre client et lui montrer un dessin et puis lui dire est-ce que ça fonctionne comme ça le système que tu veux que je programme, d'accord? Vous n'allez pas rentrer dans les détails d'implémentation. Donc là, vous allez avoir vraiment des diagrammes de conception très génériques. Après, à partir du moment où vous aurez passé cette phase d'analyse, vous allez rentrer dans les diagrammes d'implémentation et là, vous allez pouvoir mettre en place des patterns qui sont beaucoup plus précis et beaucoup plus évolués. D'accord? Donc, euh, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Voilà, donc alors après des classifications de patterns, il y en a plein. On peut les faire en fonction du scope du pattern. Donc est-ce qu'on s'intéresse à une classe? Est-ce qu'on s'intéresse à un ensemble d'objets? Est-ce qu'on s'intéresse à la totalité de l'application? Est-ce que on veut parler des objectifs des patterns, donc la création, la structuration, le comportement des objets les uns par rapport aux autres, la concurrence entre eux, etc., etc. Voilà. Donc, je vais vous proposer dans ce cours-là une classification parce qu'à un moment ou à un autre, il faut bien ranger les choses, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule qui soit viable. Ok? Donc, voilà. Donc, dans ce cours, ceci est la fin de l'introduction. Vous voyez, j'ai déjà passé pas mal de temps. Il va y avoir plein de trucs. D'accord? Comme je vous ai dit, il y a en gros 160 transparents entre aujourd'hui et demain. Euh, il va y avoir plein de trucs, beaucoup trop de choses, je pense, mais voilà, les patterns, il y en a une tripotée. Et encore, je vous parle pas de tout. Il y a aussi quelque chose que je voudrais rajouter, mais que j'ai jamais trouvé trop le temps de faire, c'est ce qu'on appelle des anti-patterns, parce que les design patterns, c'est ce qu'on appelle des bonnes pratiques. Et ben, il y a forcément aussi des mauvaises pratiques, et c'est documenté également. Donc, si vous avez l'occasion, essayez de regarder aussi ce qu'il ne faut pas faire. Ça fait partie des choses qu'un bon informaticien doit savoir.
Voilà, donc vous avez des principes, des définitions, des listes qui sont ordonnées en fonction des catégories qu'on trouve le plus souvent dans la littérature, mais qui font pas force de loi. Une liste qui est non exhaustive. Voilà, et puis on essaiera de synthétiser et généraliser. Donc ça, c'est des pointeurs. Après, voilà, vous avez les noms des patterns en français, en anglais. N'hésitez pas à aller regarder. Il y a notamment des références à la fin du cours. Et le site web d'un type qui s'appelle Martin Fowler, qui a écrit plein de choses sur les patterns. Il a publié pas mal de bouquins, mais il a un site en ligne avec des patterns qui sont bien documentés, donc ça vaut le coup d'aller voir. Sinon, le Gang of Four, là, dont je vous parlais tout à l'heure, ont aussi fait des choses intéressantes. Voilà. Alors, on attaque les principes GRASP. Alors, GRASP, c'est Generalized Responsibility Assignment Patterns. D'accord? Donc, c'est des patterns de définition, si vous voulez, des responsabilités d'objets en fonction de leur rôle dans les collaborations entre les classes. D'accord? Donc le but du jeu, c'est on essaie de concevoir une société d'objets qui vont être chacun responsable d'un certain nombre de choses, d'accord? Et qui vont tous collaborer dans le but de réaliser un objectif, une fonctionnalité, une application, etc. D'accord? Donc voilà, les mots importants, c'est responsabilité, rôle et collaboration. Alors la notion de rôle, c'est la notion la plus générale, c'est le contrat ou l'obligation de l'objet vis-à-vis du fonctionnement global qu'on essaie de réaliser. D'accord? Donc chaque objet remplit une partie de cet objectif-là, et le rôle est déduit donc de l'expression des besoins au niveau de la phase de conception. D'accord? Donc grosso modo, c'est les spécifications qui vont vous permettre de déterminer le rôle des objets. D'accord? Donc, chaque rôle nécessite d'avoir un comportement particulier, d'accord? Et donc, ce comportement, quand vous l'abstrayez, ça devient ce qu'on appelle la responsabilité de l'objet, d'accord? Donc, la responsabilité de l'objet, c'est le comportement qui permet de s'acquitter de ce rôle-là, ok? Donc, une responsabilité, c'est pas une méthode, mais par contre, effectivement, ben, on a besoin des méthodes de l'objet pour s'acquitter de la responsabilité en question. Ok? Donc la responsabilité est nécessairement traduite par les méthodes de l'objet. D'accord? Et inversement, toutes les méthodes de l'objet traduisent ses responsabilités. D'accord? Parce qu'on verra qu'effectivement, ben, on peut avoir par exemple beaucoup de méthodes, et ça veut dire que l'objet il va avoir beaucoup de responsabilités. On part ici du principe que, vous avez tous bien compris, le principe de l'encapsulation, c'est-à-dire que grosso modo les données sont privées à l'intérieur de l'objet, on y accède à travers ces méthodes. Et donc la notion de collaboration, bah, c'est les échanges d'informations qui vont circuler entre les responsabilités pour que bah, chacun de ces objets-là puisse s'acquitter de son rôle. D'accord? Donc on va avoir des échanges d'informations à plusieurs niveaux. Donc quand on a par exemple des interfaces entre des classes, des packages, des composants, etc., quand on dérive des objets par d'autres objets, n'est-ce pas? Quand on a une interface et puis une classe qui implémente cette interface, c'est pareil. Et puis, bien entendu, on va voir tout ce qui est communication du type appel de méthode. Alors, j'ai mis événement. On verra qu'il y a un pattern qui s'appelle le pattern observer qui permet de faire de l'événementiel à partir d'appels de méthode. Donc c'est un petit peu la même chose. Dans tous les cas, voilà, on est dans le fonctionnement de la société de classe et puis il y a des objets qui parlent à d'autres objets. Donc on va avoir deux catégories de responsabilités, savoir et faire. D'accord? Savoir, c'est bah, posséder les données, d'accord? Connaître les données privées qui sont encapsulées, connaître les données connexes, connaître des attributs calculés ou des attributs dérivés, d'accord? Donc c'est toutes les données de l'objet. Et puis faire, c'est réaliser un comportement, donc faire quelque chose soi-même, effectuer un calcul, etc., etc. Appeler un autre objet pour qu'il fasse quelque chose, d'accord? Donc on déclenche l'action, pardon.
Et on va mettre aussi d'en faire un truc qui est contrôler et coordonner les activités des autres objets. D'accord? On en reparlera quand on verra le pattern contrôleur, qui est un pattern assez particulier parce qu'il ne fait rien en soi, mais par contre, effectivement, il déclenche des actions chez un autre objet. Donc ça revient un petit peu à ce que je disais à l'instant. Alors, on va prendre un exemple, l'exemple d'une bibliothèque, où on a donc des livres, la bibliothèque, un abonné, des exemplaires, etc. etc. Et puis, voilà, donc on va essayer de transposer ce principe de responsabilité là-dedans. Donc, savoir, du coup, un livre, par exemple, connaît son numéro ISBN. Vous savez, ISBN, c'est International Standard Book Number, c'est les numéros qui permettent de référencer tous les livres au monde et de retrouver un livre facilement. Donc un livre est responsable de la connaissance de son numéro ISBN, un abonné est responsable de savoir s'il lui reste la possibilité d'emprunter des livres, c'est-à-dire grosso modo donc là on est en train de parler d'un attribut dérivé, d'accord, parce qu'il il a emprunté un certain nombre de livres, donc il est responsable de savoir les livres qu'il a empruntés, donc il est capable de trouver le nombre. Il connaît également le nombre maximum de livres qu'il peut emprunter, donc à partir de là, on peut trouver un attribut dérivé qui va correspondre au livre, enfin, au nombre restant. Et puis le faire, il est responsable par exemple de vérifier le retard sur les livres prêtés. Donc GRASP, c'est l'ensemble de principes. Encore une fois, c'est plus des principes que des patterns qui vont permettre d'affecter des responsabilités aux objets. D'accord? Donc on va essayer de raisonner de façon aussi méthodique, rationnelle et explicable que possible, de façon à pouvoir, appliquer ces principes-là, et on va voir qu'il y a un certain nombre de patterns qui permettent de faire ça. C'est surtout utile en phase d'analyse et de conception, donc les phases préliminaires de vos projets pour, encore une fois, vraiment être capable de clarifier le domaine de conception dans lequel vous êtes et dans lequel votre client va se retrouver, et à partir de là, vous allez pouvoir euh, mettre en place, si vous voulez, une application, mais avec un comportement simplifié, d'accord? Sans aller dans le détail des classes d'implémentation. Je vous ai mis une référence à la fin des slides. Donc voilà, il y a 9 patterns GRASP qu'on va égrener petit à petit là. Ils ne sont pas tous au même niveau. Il faut voir que il y en a un certain nombre. Donc les 4 premiers, c'est vraiment des principes de conception très généraux. D'accord? Ensuite, on va avoir 3 patterns qui sont plus des outils qu'on va avoir tendance à réutiliser dans les design patterns un petit peu plus loin. Et puis 2 autres qui sont des applications des principes des premiers. Donc on se souvient que ça, c'est des choses qui émergent, on va dire fin des années 80, et donc où le domaine n'était pas encore très stabilisé. Donc les gens, le Gang of Four a écrit ça, ils ont un peu gravé ça dans le marbre. Ces choses-là ont eu tendance à évoluer un petit peu, et que polymorphisme et contrôleur, c'est notamment des choses qu'on retrouve plus dans le cadre des design patterns. Donc on aura tendance à revenir là-dessus après. Alors, on commence par le premier, pattern expert. Donc, description du problème. Quel est le principe général d'affectation des responsabilités aux objets? Donc, vraiment, on est sur des choses très très génériques. On va affecter la responsabilité d'un rôle à l'expert en information concernant ce rôle-là. C'est-à-dire que grosso modo, on va faire en sorte que la classe qui possède l'information nécessaire pour s'acquitter de la responsabilité puisse mettre en place le comportement qui va bien. D'accord? Donc la méthode ira avec la donnée. D'accord? Dans la même classe. Exemple. Alors, ça, normalement, c'est un cours que je fais en amphi, donc normalement, je pose une question et puis les gens, ils ont tendance à essayer de répondre. Là, ça va être beaucoup plus compliqué, surtout s'il faut que je retrouve le chat ou quoi. Hop.
Est-ce que j'ai le chat quelque part? Non. Bon, j'ai pas accès au chat, donc on va dire que tant pis. Voilà. Qui doit avoir la responsabilité de connaître le nombre d'exemplaires disponibles entre livres, bibliothèques, exemplaires et abonnés? D'accord? Euh, donc la bibliothèque, c'est elle qui normalement contient tous les exemplaires des livres. On est d'accord. L'abonné, c'est lui qui sait quel livre il emprunte. D'accord? Mais l'abonné, il n'emprunte pas tous les livres. Ok? Pour la bibliothèque, elle n'est pas reliée directement à l'exemplaire. Donc elle ne connaît pas les exemplaires. Donc la classe qui est capable de savoir le nombre d'exemplaires disponibles d'un livre, bah, ça va être libre parce que du coup, lui connaît ses exemplaires, il a une agrégation d'exemplaires. Et donc, on va, comme chaque exemplaire peut savoir s'il est disponible, on est capable de mettre en place une méthode qui lit le nombre d'exemplaires disponibles dans le livre. Voilà, donc on commence par la question de quelle information on a besoin pour déterminer le nombre d'exemplaires disponibles. Ben, on a besoin de la disponibilité de toutes les instances d'exemplaires. D'accord? Et donc si on reprend ça, ben, qui connaît toutes les instances? Encore une fois, euh, grâce à cette agrégation, c'est Libre qui connaît toutes ces instances. Qui en est responsable? Donc, Livre est l'expert pour cette information-là. Donc, on va avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Get nombre d'exemplaires dispo, qui est une méthode de livre et qui fera appel, effectivement, qui fera en interne, elle va faire quoi? Elle va faire une boucle sur tous les exemplaires, elle va lui demander s'il est dispo ou pas. Alors, quand on a des tâches un tout petit peu plus complexes que celles que je viens de vous décrire, et qu'on a besoin d'une information qui est répartie entre plusieurs objets, comment on fait? Eh ben, en fait, on va déterminer ce qu'on appelle des experts partiels, qui vont avoir chacun une responsabilité partielle, une sous-responsabilité, qui correspond à des sous-tâches de la tâche à réaliser. D'accord? Et à partir de là, on fera jouer la collaboration entre ces objets-là pour réaliser la tâche globale. Donc il faudra trouver qui est le mieux placé après pour synthétiser toutes les informations des groupes. Exemple, je reprends ça, et donc j'ai un get nombre d'exemplaires dispo dans le livre, et je vais avoir un get nombre de livres en rayon dans bibliothèque, puisque la bibliothèque connaît les livres, et chaque livre connaît le nombre d'exemplaires qui est disponible. D'accord? Donc si on itère sur tous les livres, on peut avoir le nombre de livres en rayon de la bibliothèque. On peut avoir besoin dans un processus de conception pour discuter avec son client de mettre en place des diagrammes dynamiques. D'accord? Quand vous avez beaucoup d'objets, on conseille quand même un diagramme de collaboration qui est moins précis qu'un diagramme de séquence UML, mais qui est plus visuel et qui va permettre de mettre plus d'objets et puis de mettre en place de rendre le workflow, si vous voulez, plus simple à comprendre. Là, on comprend que la bibliothèque, elle va interroger get nombre d'exemplaires de livre 0 qui lui va aller demander à exemplaire 1 si, son premier exemplaire s'il est dispo, son deuxième exemplaire s'il est dispo, puis après, etc. etc. Voilà. Ça vous permet de préciser le fonctionnement. D'accord? Et on est toujours en train de parler du pattern expert, c'est exactement la même chose. Discussion sur le pattern expert. Donc bah, voilà, quel modèle UML utiliser? Ben, on a vu que en termes de modèle statique, un diagramme de classe, c'est pas mal. Alors, les deux phases dont je vous parlais tout à l'heure, la première phase, la phase d'analyse, on va définir ce qu'on appelle les classes du domaine, et après on aura les classes de conception. Euh, bon, je vous ai dit qu'effectivement, c'était un pattern qui s'utilisait plus pour la phase d'analyse. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement laisser tomber la notion de responsabilité quand vous faites de la conception, bien entendu. D'accord?
Donc effectivement, vous allez pouvoir, à l'intérieur de vraiment d'un package ou à partir ou dans des situations vraiment plus spécifiques, vous poser des questions et les résoudre avec le principe du pattern expert. Voilà, donc si l'information est dans les classes de conception, vous l'utilisez. Sinon, vous essayez d'utiliser un autre, enfin, un objet du domaine pour créer des classes de conception et puis déterminer l'expert d'information. Il peut arriver aussi, je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure, qu'aucune des classes soit expert en information pour résoudre votre problème. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir besoin d'en fabriquer, et on appellera ça une fabrication pure. Voilà, donc diagramme de classe, diagramme de communication, j'en ai parlé. Avantage du pattern, ben, c'est conforme au principe de base de l'orienté objet, c'est-à-dire que grosso modo, c'est les méthodes qui expriment les traitements qui sont faits à partir des données qui sont encapsulées. Ça permet de mettre en place et en évidence la collaboration entre les objets, et puis on va avoir des définitions de classe qui vont être légères, faciles à comprendre, à maintenir, à réutiliser, etc. Voilà, et puis on mettra en place aussi un comportement qui va être alors distribué et équilibré entre les classes. Voilà. Et donc, encore une fois, c'est la brique de base pour faciliter la robustesse et la maintenabilité de votre code. C'est le premier pattern par lequel on commence et raison parce que effectivement c'est la première question qu'il faut que vous vous posiez. C'est qui est l'expert en information pour réaliser tel ou tel traitement. D'accord. On a d'autres noms qui existent pour ce pattern, mais bon, voilà, pattern expert c'est quand même le truc qui est le plus connu. D'accord. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est lié à deux autres patterns dont on va parler pas plus tard que dans pas longtemps, qui s'appellent faible couplage et forte cohésion. D'accord. Je vais y revenir. Après celui-ci, qui est le pattern créateur, une question qu'on se pose aussi régulièrement, c'est on a plusieurs classes, mais qui crée des instances. Voilà. Qui a la responsabilité de créer une nouvelle instance pour une classe? On a plusieurs possibilités. Donc, on veut créer une classe B, non, on veut créer des instances pardon, de la classe A et on va affecter ces instances, la responsabilité de créer ces instances à la classe B si une ou plusieurs de ces conditions est vraie. Donc, soit B contient ou agrège des objets de A, vous avez vu tout à l'heure entre livre et exemplaire, typiquement, ça aurait été livre qui agrégeait des exemplaires, donc du coup, qui crée des exemplaires. Si B les enregistre, c'est-à-dire que grosso modo, il a une liste où il a une collection de ces objets-là. S'il les utilise étroitement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement d'avoir toutes les instances de A dans B parce que sinon il ne peut pas fonctionner. Ou si B connaît les données dont A a besoin pour être créé. D'accord. Donc dans ce cas-là, on dit que B est l'expert en ce qui concerne l'expert d'information en ce qui concerne la création de A, parce qu'effectivement, quand vous appelez le constructeur, vous avez besoin de passer un certain nombre de paramètres, et que c'est la classe B qui connaît ces paramètres-là. Exemple. Vous avez toujours votre bibliothèque, et cette fois-ci, il faut créer des prêts. D'accord. Donc vous avez une base de prêts, d'accord, et des exemplaires. Du coup, comme la base de prêts contient les prêts, vous avez euh, une relation de composition ici. Donc, prêt connaît tous les prêts et voilà, base de prêt pardon, connaît tous les prêts et un prêt ne peut pas exister sans la base de prêt. Donc, c'est la base de prêt qui crée les prêts. Donc voilà, discussion sur ce pattern-là. Donc c'est vraiment le truc qui vous permet d'attribuer la responsabilité pour la création d'objets. C'est des questions qu'on se pose assez fréquemment aussi en orienté objet. Euh, ça, ça favorise le pattern qu'on appelle aussi qu'on appelle faible couplage, dont je vais vous parler aussi. Ça réduit les dépendances
de maintenance entre les classes parce que bah, du coup, comme vous avez affecté la responsabilité de créer les objets à la classe qui, alors soit les utilise, soit les contient, soit les connaît, bah, vous allez éviter de rajouter, si vous voulez, des flèches entre des objets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, etc. Pattern lié à cette notion de créateur, là, c'est donc le faible couplage dont je vous parlais, plus d'autres patterns alors qui vont être spécifiques à la création. On en reparlera un petit peu plus loin. Le pattern fabrique, que vous connaissez sans doute sous le nom de factory, et le pattern monteur, que vous connaissez aussi sous le nom de builder. Alors, faible couplage, dont on parlait à l'instant. Le problème, c'est de minimiser les dépendances entre les objets. D'accord? On veut réduire l'impact des changements d'un objet sur un autre objet. On veut améliorer la réutilisabilité et pour ça, il faut faire en sorte que des objets, que si vous voulez, quand vous avez une société de classe, vous n'ayez pas des flèches et des traits dans tous les sens. D'accord? Donc on va essayer d'affecter la responsabilité des objets de façon à ce que le couplage entre ces objets-là reste faible. D'accord? Donc on va souvent se poser des questions en termes de quand je conçois ma société de classe, euh, où est-ce que je mets telle responsabilité ou comment je découpe mes classes, si vous voulez, pour faire en sorte que j'ai des objets aussi faiblement couplés que possible. Alors j'ai besoin de définir bien entendu cette notion de couplage. Ça va être la mesure du degré auquel un élément est lié à un autre. D'accord? Alors, il est lié, il en a connaissance, il en dépend. Ça va être on peut avoir plusieurs sortes de dépendances. On peut avoir un attribut qui réfère à un autre type. On peut avoir, donc ça typiquement ce type d'attribut, c'est le lien que vous avez entre les classes normales, quoi. Une méthode qui référence une autre classe. Ça peut être une sous-classe directe ou indirecte. Oui, sous-classe ou une interface. Enfin, voilà, quand on a des dépendances de type, on a également du couplage. D'accord? Euh, voilà, donc c'est ces quatre choses-là qu'on va essayer de minimiser. Et encore une fois, dans tous les cas, ça se voit sur un diagramme de classe parce que c'est là qu'on a des traits entre les objets. Alors, je dis trait pour pas dire flèche parce qu'on va voir qu'il y a de la navigabilité. Un trait, c'est une dépendance dans les deux sens. Une flèche, c'est dans un seul sens. Alors, on va parler, donc, comme le pattern s'appelle faible couplage, on va déjà voir ce que c'est que du fort couplage. Donc, le fort couplage, c'est beaucoup de dépendance entre des objets et ça veut dire qu'un changement dans une classe va forcer à changer toutes les classes qui sont liées à cette classe-là. D'accord? Donc du coup, ça veut dire que dès que vous avez une évolution à faire, bah, vous avez une évolution à faire sur une grosse partie du code. Comme les classes dépendent beaucoup les unes des autres, bah, vous avez du mal à en comprendre une sans lire les autres. D'accord? Donc on n'a pas on n'a pas une vue claire de ce que fait une classe et de quelles sont ses responsabilités. Et donc la réutilisation est difficile puisque bah, pour employer une classe, vous avez besoin d'employer toutes les classes dont elle dépend et, euh, et donc de réutiliser des gros morceaux de code. Donc les bénéfices du couplage faible, forcément, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que bah, du coup, on a des choses qui sont relativement agiles, qui ne dépendent pas d'énormément de choses, qu'on peut réutiliser, qu'on peut modifier sans tout péter, quoi, pour dire les choses clairement. Donc le principe général, c'est que on va avoir des classes qui vont être très génériques et très réutilisables et qui vont être faiblement couplées. Donc comment on essaie de mettre ça en œuvre? Ben, on va déterminer les possibilités pour l'affectation des responsabilités entre les classes, d'accord? Et quand on a plusieurs possibilités ou plusieurs solutions possibles, eh ben, on va essayer d'arbitrer en fonction des niveaux de couplage, c'est-à-dire grosso modo du nombre de relations entre les différents objets, et on va essayer de minimiser ce nombre-là. D'accord? Donc on va comparer ces niveaux de couplage en termes de nombre de relations, de nombre de paramètres qui circulent dans les appels de méthode, ça c'est aussi des relations.
Euh, alors, on peut aussi définir le couplage en fonction de la fréquence des messages et ce qu'on va appeler le cycle de vie des objets. D'accord? Euh, Si on instancie régulièrement un objet et qu'il y en a un qui est très très stable, on va avoir un couplage qui va être très très lié parce que par exemple vous allez appeler souvent le new de cet objet-là et du coup vous allez avoir beaucoup de messages. Exemple. Alors là, j'ai plus l'exemple de la bibliothèque, hein, j'ai un exemple sur une vente, donc j'ai un registre, enfin un annuaire une liste des paiements, et puis j'ai un objet vente et un objet paiement. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que donc j'ai ma méthode make payment qui arrive dans le register. Soit je fais d'abord je crée le paiement et ensuite donc je crée un paiement avec register et à partir de là dans vente on va dire que j'utilise la méthode de vente qui est add paiement en lui passant le paiement en paramètre. Soit dans Register, quand on appelle la méthode Make Payment, à ce moment-là, ben, je retransfère ça à vente et vente crée directement le paiement. Alors ne répondez pas tous à la fois puisque de toute façon je ne vous entends pas. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, non, pardon, excusez-moi, j'ai pas la solution derrière. Ben, en fait, si vous regardez bien là, donc, on va compter le nombre de dépendances, d'accord? Donc, on voit que register, là, il est lié à paiement, que register est lié à sale, donc là, ça fait deux dépendances, d'accord? Et là, on en a une et deux aussi. Donc, a priori, on n'a pas tellement moyen d'arbitrer, sauf que quand on regarde bien, cette dépendance-là, bah, en fait, elle est double, parce que ça veut dire que register dépend de sale, et puis sale dépend de paiement. D'accord? Parce que sale doit connaître un objet paiement. Ok? Donc ça veut dire que si vous modifiez la classe paiement, de toute façon, il va falloir modifier à la fois register et sale. Ok? Alors que ici, si vous modifiez la classe paiement, il n'y a que sale à changer. D'accord? Register, lui, n'a pas besoin de bouger. Ok? Donc on va choisir la deuxième solution parce que du coup, le couplage est plus faible que dans la première. Autre exemple, la bibliothèque, donc, on veut gérer les prêts, donc effectivement, même chose. On a deux possibilités, soit quand on veut prêter un livre, gestion prêt, il va récupérer l'ISBN du livre et puis il va l'insérer dans prêt, et là, gestion prêt, il va créer un prêt en disant c'était le livre. Et, euh, et le prêt demande au livre ISBN. D'accord? Donc là, on a le même type le même type de choses. Donc, dans les deux cas, on voit que prêt est de toute façon lié à livre, puisqu'il doit connaître son ISBN. Donc, repasser par gestion prêt, ça ne va rien arranger en termes de couplage. Voilà. Euh, voilà. Bon, cela dit, ça peut avoir quand même un intérêt parce qu'on verra que gestion prêt dans le domaine de la bibliothèque, c'est pas un objet du domaine qui existe. D'accord? C'est ce qu'on appelle une fabrication pure. Donc c'est un objet dans lequel on va pouvoir mettre des responsabilités qui sont bien précises, mais qui est voilà, c'est un autre type d'analyse que le faible couplage. C'est encore un autre pattern. Voilà, donc discussion sur faible couplage. Donc c'est vraiment un principe à garder en tête quand vous devez arbitrer sur des décisions de conception. D'accord? Il ne doit pas être considéré indépendamment d'autres patterns comme pattern expert et surtout forte cohésion dont je vais vous parler à l'instant, enfin dans un instant. En général, ils vont ensemble. D'accord? Expert soutient faible couplage et forte cohésion, ça va ensemble, etc., etc. On a compté, là, dans les exemples qu'on a donnés, on a compté les dépendances.
c'est pas des mesures absolues, d'accord? Par exemple, sur l'exemple avec la fabrication pure, on peut se dire, bon bah voilà, finalement, on favorise quand même quelque chose qui va mettre en place un objet qui aura une responsabilité particulière, parce que ça permet de mieux comprendre la structuration des objets du domaine, d'accord? Et puis, dernier point, si vous avez des éléments qui sont très stables, par exemple le package Java.util, et qui dépendent les uns des autres, ben on s'en fout parce que de toute façon, vous allez importer la totalité du package et ces objets-là, ils vont pas bouger. Donc, on n'a pas tellement de problème de modification du code. Attention, comme je vous disais tout à l'heure, les patterns, c'est pas une panacée. On peut avoir des cas extrêmes de faible couplage où les objets ils se parlent pas. D'accord? Il y a zéro dépendance les uns avec les autres et du coup ça ne servait à pas grand chose de faire de l'objet parce que il y a quand même dans la notion d'objet le principe de la collaboration entre ces objets-là. D'accord? Donc on va avoir des objets qui sont incohérents, qui sont complexes, qui font chacun tout leur boulot et qui servent uniquement par exemple à stocker des données, qui ne communiquent pas, voilà. Donc là on va à l'encontre des principes de la collaboration orientée objet, pardon, conception orientée objet et à l'encontre d'autres patterns. Voilà. Donc il faut un couplage modéré entre des objets pour rester dans le principe de l'orienté objet. Donc l'autre pattern dont je vous parlais à l'instant, c'est forte cohésion. Le principe, c'est on veut maintenir une complexité gérable pour s'assurer que les objets ils restent compréhensibles et surtout qu'ils soient faciles à gérer. Et quand je dis gérer, c'est également maintenir, faire évoluer, etc., etc. Au passage, on va essayer de s'assurer que les objets contribuent au faible couplage les uns des autres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va attribuer les responsabilités de façon à ce que la cohésion entre ces objets reste forte. Euh, cette notion de cohésion, donc ce principe-là, on va l'utiliser aussi pour évaluer les solutions possibles. Donc, qu'est-ce que c'est que la cohésion? C'est la mesure, alors aussi informelle que le couplage, de l'étroitesse des liens et de la spécialisation des responsabilités d'un élément. D'accord? En gros, c'est tous les trucs que l'objet y fait. D'accord? On va essayer de faire en sorte que ces trucs que l'objet fait, ils soient liés les uns aux autres et qu'ils ne fassent pas des choses radicalement différentes. Voilà. Donc c'est les relations fonctionnelles entre les différentes opérations qui sont effectuées par l'objet, le volume de travail réalisé par cet objet-là, etc. Une classe qui est fortement cohésive, elle va avoir des responsabilités liées les unes aux autres et elle ne va pas effectuer trop de boulot. D'accord? Le test classique, c'est de décrire une classe avec une seule phrase. D'accord? Par exemple, si je reprends mon exemple de la bibliothèque est chargée de gérer les livres. D'accord? Et c'est tout. Si je dis la bibliothèque est chargée de gérer les livres et de tenir la liste des abonnés, ben déjà alors j'ai mis ça dans une seule phrase, mais j'ai deux propositions. Là, j'ai un et au milieu, d'accord? Donc là, je devrais avoir deux objets, parce que sinon, je vais avoir quelque chose de pas cohésif. Je vais avoir toute la gestion des livres d'un côté et toute la gestion des abonnés de l'autre, d'accord? Donc dans ces cas-là, je coupe et je fais deux classes. Donc les problèmes qui sont apportés par la faible cohésion, c'est que la classe effectue trop de tâches, que les tâches n'ont pas de lien les unes avec les autres, que c'est difficile à comprendre, à réutiliser, à maintenir, que si on veut prendre une tâche, un objet qui est peu cohésif pour le réutiliser, bah, il y a toute une partie du code dont on ne va pas se servir. Voilà, donc ça va être fragile, affecté par le changement, etc., etc. Et comme tout à l'heure, bénéfice de la forte cohésion, exactement l'inverse. Exemple, ce que faisait tout à l'heure, donc l'exemple qu'on avait sur les prêts de tout à l'heure. Donc là, on voit que le livre, dans le premier exemple, bah, le livre il est chargé de gérer son ISBN. Le prêt, il est chargé de gérer bah, les données qui correspondent au prêt, y compris l'ISBN du livre, mais il n'a pas besoin de connaître le livre. Alors que dans le deuxième exemple, le prêt, il est à la fois chargé de gérer l'ISBN, mais il est censé connaître le livre. D'accord? Donc du coup, on voit que la relation entre prêt et livre, elle n'est pas géniale, géniale, parce que du coup, on a
plus de responsabilités pour prêt. D'accord? Alors que là, dans la gestion de prêt, on avait l'ensemble des choses qui étaient liées au prêt. Voilà, donc on rend la gestion du prêt partiellement responsable de la mise en place des choses, et donc gestion de prêt a beaucoup de fonctions. Voilà, et dans la deuxième partie, on délègue la responsabilité de mettre l'ISBN. Tiens, c'est exactement le contraire de ce que je viens de nous raconter. Ah, c'est con, ça, j'ai enregistré en plus. Il y a des preuves que je vous ai dit une connerie. Euh, donc dans cet exemple-là, donc je reviens sur ce que j'ai dit, je suis désolé. Euh, Gestion de prêt, malgré le fait que donc, voilà, gestion de prêt a plusieurs responsabilités, à gérer les livres et les prêts, alors que dans le deuxième exemple, prêt gère les livres et gestion prêt gère les prêts. Bon, ça signifie que enfin, on considère que la gestion de l'ISBN des livres et des prêts sont deux responsabilités différentes, et que du coup, c'est des responsabilités qui ne sont pas cohésives. Encore une fois, c'est une mesure informelle, et j'aurais tendance, moi, à mettre la gestion de ces deux informations à l'intérieur de gestion de prêt, parce que derrière, sinon, vous mettez dans prêt la responsabilité de contacter les livres, ce qui n'est pas forcément nécessaire de faire, puisque dans prêt, vous allez avoir aussi besoin de savoir qui est l'abonné, quelle est la date, etc., etc. Donc, aller contacter les livres pour avoir l'ISBN, c'était pas forcément indispensable. Mais bon, peu importe, dans tous les cas, enfin voilà, ce qui est important, c'est d'être capable d'argumenter vos choix, et de savoir pourquoi vous l'avez fait. Et ouais, dans ce cas-là, enfin, si vous voulez, l'existence de gestion prêt en tant que fabrication pure peut induire en erreur, parce que s'il n'y a pas besoin de ça, à ce moment-là, on met directement en bibliothèque. On n'a pas besoin d'un objet qui s'appelle gestion prêt, juste pour déléguer cette responsabilité-là. Mais bon. Bref. Forte cohésion va en général de pair avec faible couplage. Forte cohésion est un pattern d'évaluation que vous garderez en tête pendant la conception, de la même façon que faible couplage. Et donc, du coup, alors, la différence entre forte cohésion et faible couplage, c'est que faible couplage, vous avez une vue globale de votre société de classe, et grosso modo, vous comptez les liens. D'accord? Euh, Forte cohésion, ce que vous allez faire, c'est vous allez regarder le nombre de méthodes qu'affiche votre objet, et vous allez vous demander si c'est pas trop, ou s'il n'y a pas plusieurs objets qui font la même chose. D'accord? Donc c'est vraiment un pattern d'évaluation indépendant par rapport, enfin, élément par élément, alors que l'autre c'est pour la société de classe. Voilà, donc des citations de Denise, c'est la deuxième qui est la plus importante. La modularité est la propriété d'un système qui a été décomposé en un ensemble de modules cohésifs et peu couplés. D'accord? Donc on voit qu'on a de nouveau forte cohésion et faible couplage, qui vont ensemble, et qui sont vraiment, on va dire, les deux piliers de l'orienté objet. Alors, on va passer dans les patterns que j'ai appelés outils, qui sont, qui sont euh, qui font partie des principes GRASP. Fabrication pure, donc vous en avez entendu parler là, à l'instant avec cette histoire de gestion prêt là. Que faire pour respecter le faible couplage et la forte cohésion quand aucun concept du monde réel ne va offrir de solution satisfaisante. D'accord? Typiquement, on a bibliothèque qui doit gérer des prêts. Euh, Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va affecter un ensemble fortement cohésif de responsabilités à une classe qui est artificielle, donc qui est une classe de commodité qui ne représente pas un concept du domaine, mais qui va être fabriquée de toutes pièces. Cette classe-là, c'est ce qu'on appelle une fabrication pure, et c'est l'exemple de gestion prêt qu'on avait tout à l'heure. Gestion prêt, c'est pas la bibliothèque, c'est pas un livre, c'est pas un exemplaire du livre, c'est pas un abonné, c'est un truc qui va représenter grosso modo un bout de base de données quand vous l'implémenterez,
mais qui pour le client, qui est votre bibliothécaire, ne représente pas un objet avec lequel il travaille tous les jours. D'accord? Vous allez lui fabriquer ce truc-là, vous allez dire, bah voilà, là, on va mettre la gestion des prêts parce que la bibliothèque, elle n'est pas là, elle est là pour gérer par exemple les livres et pas les prêts. Exemple typique, c'est quand utiliser un expert en information attribuerait trop de responsabilités à cet expert, donc ça contrarierait la forte cohésion, ou alors ça le lierait à beaucoup d'autres objets, ou ça contrarierait le faible couplage. Donc on va voilà, mettre en œuvre ce pattern-là pour déterminer les fonctionnalités annexes, typiquement la gestion des prêts par rapport à la gestion des livres de la bibliothèque. Regrouper ces objets avec des responsabilités limitées de façon à ce qu'ils soient cohésifs et puis aussi génériques que possible pour qu'ils soient réutilisables séparément les uns des autres. D'accord? On va essayer de leur donner des noms qui permettent d'identifier leurs responsabilités. D'accord? Si possible en utilisant la terminologie du domaine pour que votre client il soit content et qu'il comprenne de quoi ça parle. Ben voilà, exemple toujours de la bibliothèque avec la solution initiale, donc l'édition des bulletins de prêt et la mise à jour de la BD, typiquement, est-ce que ça concerne un prêt? Ben, on pourrait aussi dire que si on veut faire les choses proprement, le prêt, il est capable de gérer les livres qui sont le livre qui est prêté, l'abonné, etc. Il possède une méthode d'éditer bulletin qui va appeler gestion archivage, lequel est une fabrication pure, qui va lui être lié au serveur de base de données, à l'impression, etc., etc., et qui va avoir des responsabilités qui sont beaucoup plus, on va dire, techniques que le prêt, qui lui est un objet du domaine. Voilà. Voilà, donc le gain pour prêt, c'est forte cohésion et faible couplage. Et la conception de gestion archivage est propre, cohésif, générique et réutilisable. Si on veut utiliser gestion archivage pour gérer autre chose à l'intérieur des bibliothèques, on pourra s'en servir aussi, parce qu'on pourra intégrer autre chose que des prêts, par exemple. Discussion sur fabrication pure. Les objets pour la conception, vous allez les choisir en fonction d'une décomposition qui va représenter les objets du domaine, d'accord? Donc conforme au principe de base de l'orienté objet, où finalement vous allez vous implémenter des objets qui sont des objets du domaine d'application, d'accord? Et vous allez essayer de réduire le décalage entre les représentations que se fait votre client, qui est l'expert du domaine, entre le réel et le modèle que vous lui présentez, d'accord? Parce que la notion de bibliothèque, elle n'est pas là pour gérer une base de données. Si vous avez besoin de gérer une base de données, il faut lui mettre un objet qui fait ça. Et donc, de façon comportementale, vous allez avoir un objet qui va être un peu centré sur une fonction particulière, qui rend des services transverses dans un projet. Euh, je me souviens plus, on aura peut-être l'occasion de parler de programmation orientée aspect. Je crois que c'est Mathieu Moi qui vous fera un tout petit topo là-dessus. Euh, c'est une façon, si vous voulez, c'est pas contradictoire avec la programmation orientée objet, mais l'idée c'est de donner un éclairage particulier à partir d'une fonction spécifique, de façon à être capable de voir si la conception par rapport à, je sais pas moi, à la gestion de la base de données ou par rapport à la sécurisation de vos accès utilisateurs ou des choses comme ça, est bien réalisée. D'accord? Donc on met dans ce qu'on va appeler des aspects uniquement une fonction particulière et on est capable de séparer ces choses-là et de mieux ranger ses affaires plutôt que d'avoir toutes les responsabilités dans les mêmes classes. Encore une fois, c'est pas une panacée. On va pas s'amuser à créer des fabrications pures pour tout et n'importe quoi. Il faut raison garder, essayer d'avoir des classes qui sont à la fois cohésives, mais capables de réaliser l'ensemble des fonctionnalités qui correspondent aux objets du domaine qu'elle représente. Règle d'or, donc concevoir des objets de fabrication pure en pensant à leur réutilisabilité, parce que c'est des objets qui sont là uniquement pour être utilisés et réutilisés dans le futur, d'accord? Donc responsabilité limitée et cohésive.
Avantage de ce pattern, on supporte faible couplage et forte cohésion parce que derrière on a vraiment quelque chose qui est capable de gérer une responsabilité. Donc on améliore la réutilisabilité, et donc le pattern lié, faible couplage, forte cohésion. Alors on va voir contrôleur, adaptateur, observateur, visiteur. On a plein de patterns qui sont basés sur des fabrications pures. Donc j'ai rajouté un paradigme lié à la programmation orientée aspect pour que vous alliez voir de ce côté-là si vous voulez. Euh, Où est-ce que j'ai après? Voilà. Juste une chose que je voudrais rajouter par rapport à la fabrication pure. Donc c'est ce qu'on appelle aussi rajouter un niveau d'indirection. J'aurais tendance à vous le rappeler un petit peu plus loin quand on parlera notamment du pattern en couche, etc. Rajouter un niveau d'indirection, c'est une façon. Alors, il y a un proverbe qui dit on peut résoudre tous les problèmes en informatique en rajoutant un niveau d'indirection. D'accord? On va rajouter des trucs, puis ça finira par faire ce qu'on veut. Et il y a un contre-proverbe qui dit la chose suivante, on peut résoudre tous les problèmes de performance en informatique en supprimant un niveau d'indirection. D'accord? Donc du coup, vous n'avez pas forcément toujours besoin de rajouter des fabrications pures un peu partout, parce que vous allez alourdir votre code, et voilà. C'est l'un des inconvénients de ce pattern. Alors, pattern d'indirection. Où est-ce qu'on va affecter la responsabilité d'une classe pour éviter le couplage de deux entités? D'accord? Donc pour diminuer le couplage dans deux couches différentes, pour favoriser la réutilisabilité, etc. Donc on va créer un objet qui va servir d'intermédiaire entre d'autres composants et d'autres services. Donc on crée une indirection entre ces composants et puis l'intermédiaire va éviter de les coupler directement. D'accord? Mais ça revient à ce que je disais sur le niveau d'indirection. Attention, hein. Donc on réalise ce qu'on va appeler des adaptateurs, des patterns façades, des protections des variations, etc. Des choses dont vous avez forcément entendu parler avec la notion de proxy, de DAO. Alors, bon, ça c'est quelque chose que vous verrez plus tard. ORB, Object Request Broker, quand une architecture distribuée qui s'appelle Corba, ou des choses comme ça. Et on est capable de réaliser ce qu'on va appeler une inversion de dépendance entre ces packages. Inversion de dépendance, c'est une technique qui permet, grosso modo, quand vous avez une flèche dans un sens, quand vous avez un objet qui dépend d'un autre objet, ben, ce que vous faites, vous créez une interface dont l'objet principal dépend, et donc cet objet-là va dépendre de l'interface, et l'autre objet va implémenter l'interface, et donc du coup, vous pouvez inverser le sens de navigabilité de votre dépendance avec cette technique-là. Je vous en dis pas plus, vous aurez ça à faire dans le TD sur les design patterns que vous allez faire bientôt, donc vous verrez ce principe-là. D'accord? Voilà, donc pour mettre en œuvre le pattern d'indirection, ben on va avoir une utilisation d'objets du domaine et on va créer des objets de type fabrication pure ou de type interface ou de type ce que vous voulez pour rajouter du polymorphisme et pour donc créer ce niveau d'indirection dont va dépendre un objet alors qu'il dépendait d'autre chose. Voilà. Donc typiquement, voilà, vous avez la bibliothèque qui veut accéder à un système de stockage. Donc vous avez un prêt qui veut accéder à un système de stockage. Et ben, en fait, vous allez mettre en place un pattern qu'on va appeler adapteur de stockage. Et en fait, du coup, bah, si vous changez de système de stockage, votre pattern adapteur, là, il va avoir la même interface. Et si vous avez fait les choses proprement, bah, du coup, vous aurez toujours appelé la même méthode insertion sans tenir compte de la façon dont fonctionne votre système de stockage. Et en changeant de système de stockage, vous changez l'adapteur, vous gardez l'interface et votre prêt et votre système de gestion des prêts est stable. Donc
Beaucoup de fabrications pures sont créées pour des raisons d'indirection. L'objectif principal de la direction, c'est de favoriser le faible couplage. Et donc, l'adage et le contre-adage dont je vous ai parlé tout à l'heure sont écrits ici. Je vais un peu devancer les choses. Voilà, et puis donc pattern lié, fabrication pure, faible couplage, etc. etc. Protection des variations dont je vais vous parler. Pattern du gang of four, adaptateur, façade, observateur, que vous allez voir bientôt. Donc protection des variations. J'accélère un tout petit peu parce que là il est 12h46 et on n'a pas beaucoup avancé sur les patterns. On n'est que sur les principes GRASP. Donc je voudrais au moins finir ça avant d'arriver à 13h. Comment concevoir des objets, des systèmes, des sous-systèmes pour que les variations ou l'instabilité de certains éléments n'influent pas sur les autres. Et ben, on va identifier des points de variation ou d'instabilité, et puis on va affecter les responsabilités pour créer une interface. Alors, pas forcément une interface au sens de l'objet, mais une interface au sens large. Donc un fonctionnement stable autour de ces objets-là. Donc ça revient à ce qu'on vient de faire sur l'indirection. D'accord ? Exemple, voir les patterns précédents, polymorphisme, donc une interface avec plusieurs types de fonctionnement, une fabrication pure, une direction, etc., etc. Donc, mécanisme de protection des variations, on va avoir de l'encapsulation de données, des brokers, des machines virtuelles, ce que vous voulez, du moment qu'on a quelque chose de stable comme dépendance pour une société d'objets. Exercice, comment on fait pour stocker des prêts dans plusieurs systèmes différents? Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On met un adaptateur qui va être là pour protéger des variations du système de stockage. Donc là, on utilise indirection plus polymorphisme parce que ce qui va nous intéresser, c'est l'interface de l'adaptateur et pas son implémentation. Encore une fois, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur Design by Contract. D'accord. L'objet, alors si je reviens en arrière, l'objet prêt, il dépend pas de l'adaptateur lui-même, pas de la classe d'implémentation adaptateur de stockage pour ce système de stockage-là, mais de l'interface de l'adaptateur de stockage qui va lui être implémenté différemment en fonction des différents systèmes de stockage que vous allez avoir. D'accord? Donc on revoit que le principe Design by Contract est très important aussi dans le principe de protection des variations. Attention, ne pas se tromper de combat. Prendre en compte les points de variation qui sont nécessaires parce qu'ils ont été identifiés ou qu'ils ont été spécifiés dans l'expression des besoins. Et puis après, voilà, essayer de gérer sagement les points d'évolution qui sont spéculatifs, sur lesquels on n'est pas sûr qu'on va on va avoir vraiment besoin de bétonner les choses. Il faut savoir lesquels on va implémenter, lesquels on ne va pas implémenter, et savoir le coût aussi de protection des points de variation par rapport au coût de la reconception. D'accord. Pas passer trop de temps à préparer des protections qui ne vont jamais servir. Encore une fois, différents niveaux de sagesse. Le novice va concevoir fragile, donc il va rien protéger et tout va se casser la figure à la première modification. Le meilleur programmeur va tout bétonner, mais il va passer un temps monstrueux à faire ça. Et l'expert va savoir évaluer lesquels il faut mettre en place, lesquels ne sont pas nécessaires. Donc avantage du pattern, on va masquer de l'information, on va diminuer le couplage et on va diminuer surtout l'impact du coût du changement par rapport à une reconception. Un pattern qui est assez lié au précédent, c'est ne pas parler aux inconnus. Alors, il y a beaucoup de choses sur ce slide, mais voilà, c'est une protection contre les variations, telles que un client utilise un service qui contient de l'information d'un objet indirect, etc. etc. Je vais passer directement au slide suivant. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous voyez. A.getB, .getC, .getD, j'appelle la méthode de D. D'accord? Donc là, si vous pétez n'importe quoi au niveau de la chaîne, il n'y a plus rien qui marche. Ok? Donc ce que vous devez faire, c'est depuis une méthode quelconque, envoyer des messages qu'aux objets suivants. Soit l'objet this, soit un paramètre de la méthode, soit un attribut de l'objet local, soit un élément d'une collection qui a un attribut de ces objets-là, soit un objet que vous avez créé à l'intérieur de la méthode.
D'accord? Ce qui veut dire que vous pouvez être amené à ajouter des opérations à l'intérieur des objets pour servir d'opération intermédiaire pour que A puisse directement mettre en place, avoir une méthode qui met en place, qui appelle la méthode de D, quitte à ce qu'elle fasse appel à un pattern protection des variations ou des choses comme ça. D'accord? Mais évitez ce truc-là parce que ça, c'est hautement non réutilisable. Voilà, donc si vous voulez mettre en place une méthode disponible pour gestion de prêt qui passe par livre et qui va exemplaire, ça va pas. D'accord? Ouais. Pour info, c'est aussi connu comme la loi de Déméter, le nombre de. Enfin, ce truc qui est considéré comme un anti-pattern. Voilà, donc vous allez mettre en place une méthode nombre d'exemplaires dispo, et là du coup, vous parlerez que à livre, et c'est livre qui se débrouillera pour savoir s'il y a un exemplaire disponible. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur expert en information, faible couplage, etc. Polymorphisme, qui est un pattern qui a été théorisé dans Drast et qui est bien entendu réutilisé un peu plus loin. Donc voilà, gérer les alternatives dépendantes des types, créer des composants logiciels en fichable. Bon, vous savez tout ce que c'est qu'une classe qui dépend d'autres classes, enfin qui dérive d'une autre classe. Voilà. Donc on va utiliser les opérations polymorphes et on va faire en sorte que voilà, chaque classe ait les responsabilités qui correspondent à ce qu'elle est censée faire et pas à quelque chose de très très générique. D'accord? Donc on va donner le même nom à des services dans différents objets. On va lier le client au super type commun. Donc encore une fois, design by contract. D'accord? Euh, et, puis, euh, et puis après, bah voilà, on va sous-classer les classes en fonction de ça. Le principe, c'est tirer avantage de l'orienté objet en sous-classant les opérations. D'accord? Ça, vous vous en doutez. Et on va utiliser des classes abstraites ou des interfaces, ou même les deux. D'accord? Rappelez-vous, une interface, c'est quelque chose qui permet uniquement d'exposer un comportement, mais pas de dire comment on fait. Par contre, si vous avez plusieurs classes qui ont des comportements différents, mais par contre des comportements communs, ben rien ne vous empêche d'implémenter le comportement commun dans une classe abstraite et après de redériver ces classes abstraites avec des classes concrètes. Exemple, bibliothèque connaît l'interface d'exemplaire, et puis après on va avoir exemplaire électronique et exemplaire papier. D'accord? Et rien n'empêche exemplaire papier de dériver de livre à côté. Alors une autre solution pour le polymorphisme, c'est de ne pas faire plusieurs classes et puis de tout mettre dans la même et puis d'utiliser un if. D'accord? Donc ça on ne fait pas. On ne fait pas parce que ça va forcément péter un moment ou un autre et puis ça veut dire qu'on va passer notre temps à rajouter des ifs et ça ne va pas. D'accord? Rappelez-vous le principe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les objets doivent être fermés à la modification et ouverts à l'extension. D'accord? Donc si vous avez mis en place une classe abstraite avec plusieurs comportements qui sont sous-classables, ben là vous pouvez étendre votre modèle en rajoutant une classe qui va dériver de la classe abstraite et qui va étendre votre modèle. Voilà, parce que sinon ça nécessite de connaître toutes les variations de type, et ça va augmenter le couplage, etc. etc. Avantage du polymorphisme, ça vous permet de faire évoluer vos classes en rajoutant des points d'extension à chacun de vos comportements. Voilà. Et donc votre client, lui, est stable parce qu'il se fout de savoir comment vous l'avez implémenté. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir le super type et puis d'appeler la méthode qui va bien. Donc patternier, protection des variations, faible couplage, etc., etc. Et encore une fois, on est lié à design by contract dont je vous parlais tout à l'heure. Pattern controller. Donc le premier objet de la DHM qui reçoit et qui coordonne les requêtes du client. Alors là, je parle aussi beaucoup pour ma chapelle, puisque moi je fais pas mal de web, donc effectivement on a souvent une requête qui arrive du client et le point d'entrée, si vous voulez, c'est ce qu'on va appeler le contrôleur, et puis lui va dispatcher après les informations ou les appels de méthode aux autres. Donc le principe, c'est que on va affecter la responsabilité de coordonner à une classe qui représente soit le système global, soit un scénario de cas d'utilisation, etc. On va beaucoup aussi parler dans ce cours-là et dans cette UE-là
MVC, modèle vue contrôleur, d'accord? Parce qu'on va essayer de séparer les responsabilités entre la responsabilité de gérer les données, la responsabilité d'afficher l'IHM, et puis à un moment ou à un autre, il va falloir coordonner ces trucs-là, et donc on va avoir une espèce de chef d'orchestre. Donc le contrôleur, c'est le chef d'orchestre, c'est celui qui ne fout rien, mais qui donne des ordres aux autres. D'accord? C'est un métier, et il va s'en acquitter du mieux qu'on pourra. Donc on va parler de contrôleur façade, on va parler de contrôleur de cas d'utilisation ou de contrôleur de session. On va voir qu'on va avoir des patterns MVC qui vont être plus ou moins complexes avec des niveaux 1, niveau 2, avec éventuellement un contrôleur principal et des sous-contrôleurs qui vont être des contrôleurs délégués, d'accord, qu'on appellera aussi des contrôleurs de cas d'utilisation. Et donc voilà, le principe, c'est le contrôleur, c'est l'objet qui fait rien, il reçoit les événements et il délègue aux objets dont la responsabilité est de les traiter, les appels de méthode. Donc il va se limiter aux tâches de contrôle et de coordination, vérifier que la séquence des événements système est correcte, appeler les méthodes des objets, et puis éventuellement voilà, faire des changements, des changements enfin, quand vous allez avoir plusieurs cas d'utilisation, permettre de faire de l'aiguillage de données, si vous voulez, entre les différents cas d'utilisation. Donc il n'est pas modélisé en tant qu'un objet du domaine, c'est une fabrication pure. Règle d'or, les opérations du système des cas d'utilisation sont des messages initiaux qui vont parvenir au contrôleur dans les diagrammes d'interaction. D'accord? Quand vous avez vu tout à l'heure, euh, par exemple dans gestion prêt, il y avait un appel de méthode au départ. D'accord? Donc ça, c'est l'événement qui va déclencher le cas d'utilisation gestion d'un prêt qui va nécessiter la création d'un prêt avec la récupération du numéro ISBN, etc. D'accord? Donc ça, c'est typiquement ce que fait un contrôleur. Comment on met ça en œuvre? Ben voilà, on va déterminer le comportement du système et au besoin, on va regarder les opérations qui sont attribuées à une classe générale qu'on appellerait le système. D'accord? Euh, Quand vous faites l'analyse et la conception de vos classes, voilà, les contrôleurs vont être mis en place pour prendre en charge les opérations dédiées au système. Vous avez besoin de ça quand vous commencez à avoir pas mal de classes, d'accord? Et quand vous allez avoir besoin de beaucoup de, quand vous allez avoir besoin d'une responsabilité identifiée qui va être orchestrer les choses, d'accord? Si vous n'avez pas trop de responsabilités, vous n'avez souvent pas besoin de mettre en place un contrôleur. Donc pour la responsabilité de la bibliothèque, qui doit être contrôleur pour l'opération empruntée? Ben voilà, on a deux possibilités. Euh, Soit un contrôleur qui représente le système global, qui est le contrôleur des bibliothèques, soit un contrôleur qui va gérer uniquement les opérations liées au cas d'utilisation emprunté, donc un contrôleur de cas d'utilisation. Donc après, voilà, vous choisissez l'un ou l'autre en fonction de vos choix de conception, de la taille de votre système, etc. D'autres facteurs liés notamment à la forte cohésion de vos classes et de votre contrôleur et au couplage. Je sais qu'il est 59, je sais qu'on est en retard, je vais continuer encore un petit peu parce que sinon demain ça va être vraiment très très rapide et on n'aura pas le temps d'avancer assez. Donc je continue un peu. De toute façon, la vidéo, elle va être mise en ligne et vous pourrez la voir en replay. Je continue à avancer. Euh, donc voilà, un contrôleur façade va représenter tout le système. Donc produit contrôleur, retail, information system, etc., etc., que vous utiliserez quand vous avez peu d'événements système et qu'il est possible de tout rediriger à partir de la même chose. Si votre contrôleur façade est trop chargé, bah, ça veut dire qu'il a trop de responsabilités, qu'il n'est pas cohésif et qu'il fait trop de trucs. D'accord? Et que dans ce cas-là, il faut rajouter des contrôleurs et souvent ce qu'on va appeler des contrôleurs de cas d'utilisation. Et votre contrôleur façade, il va avoir tendance à faire juste de l'aiguillage vers les contrôleurs de cas d'utilisation, lesquels vont, eux, s'acquitter de responsabilités beaucoup plus légères. Voilà. Et donc
ces contrôleurs de cas d'utilisation, qu'on appelle aussi des contrôleurs délégués, forcément, ils vont chacun s'occuper de la cas d'utilisation et ils vont gérer tous les événements qui sont communs à ce cas d'utilisation de façon à limiter leur responsabilité. Donc, ils doivent connaître chacun la séquence d'événements, le fonctionnement du cas d'utilisation. Voilà. Donc encore une fois, c'est à utiliser quand vous avez besoin d'en mettre plusieurs, parce que sinon, voilà, vous faites des choses qui sont comment on peut dire, trop complexes par rapport à ce dont vous avez besoin. Voilà, quand vous avez de nombreux événements système, quand vous avez besoin de répartir entre plusieurs processus, etc., etc. Encore une fois, un contrôleur, que ce soit un contrôleur de qualification ou un contrôleur façade, c'est un élément artificiel et c'est pas un objet du domaine. C'est une fabrication pure. Et remarque, la couche présentation, donc vous avez par exemple des objets d'interface graphique avec des fenêtres, des applets, des trucs comme ça, et une couche de présentation. Ils ne doivent pas prendre en charge les événements système. C'est pas parce qu'on clique sur un bouton sur l'interface que c'est que c'est ce bouton-là qui va appeler valider dans abonné ou qui va appeler emprunter un item dans gestion prêt. D'accord? Donc dans ce cas-là, vous mettez en place un contrôleur qui va permettre donc qui va récupérer l'appel de l'interface et qui va dispatcher ça. D'accord? Donc gestion prêt, là, dans ce cas-là, s'acquitte de cette responsabilité. Donc voilà, on a une meilleure réutilisation avec ce pattern contrôleur. On a des composants métiers d'interface enfichables. Enfichable, ça veut dire qu'ils ont toujours à peu près la même interface. Et concrètement, c'est ce que vous allez avoir à la base de beaucoup d'outils qu'on appelle des frameworks. D'accord? Un framework, ça va souvent mettre en place un pattern avec du MVC et il va se débrouiller pour mettre en place lui-même le contrôleur et vous aurez à mettre en place plutôt le modèle et la vue, par exemple. D'accord? Le contrôleur, vous le configurerez, on va dire. Donc c'est un niveau d'indirection qui va matérialiser la séparation entre le modèle et la vue, donc MVC, d'accord? C'est la brique de base pour une conception modulaire, ça permet de mieux architecturer les cas d'utilisation. Encore une fois, c'est des choses qui sont plus des patterns qui vont être des patterns de comportement pour des sociétés de classe que des décisions de base pour la conception. C'est des choses que vous utiliserez quand vous mettrez en place vos classes d'implémentation. Donc ça va avec indirection, couche, façade, fabrication pure, etc. etc. Voilà, d'une certaine manière, tous les autres patterns, ça va être des applications, des spécialisations, des utilisations de ces 9-là qui sont les patterns les plus généraux. D'accord? Et donc les patterns d'après, qui sont très nombreux, et dont je ne vais pas vous parler tout de suite, mais par contre, je vais juste vous faire une petite introduction euh, à la suite. Donc, ces patterns-là, ça va être des bonnes pratiques qui vont être des combinaisons d'un ensemble de modules, d'objets, de classes, etc. pour favoriser encore une fois la réutilisabilité, la maintenabilité, pour permettre de partager un vocabulaire commun. Ils vont avoir une portée qui correspond à plusieurs éléments, d'accord? À la différence des patterns GRASP, où par exemple expert, c'était vraiment l'expert en information d'une classe, ou forte cohésion, c'était les responsabilités d'une classe. Et encore une fois, ça va résoudre un problème qui est localisé à un contexte spécifique, qui les rend un petit... Si vous voulez, c'est un focus qui est plus étroit que les patterns architecturaux dont je vous parlerai demain. D'accord? Donc, en termes de vocabulaire, on va parler des instances, des rôles, des collaborations entre les objets. Donc, encore une question de rangement ou de catégorisation des patterns. On va avoir trois types de patterns. Les patterns de création, qui vont être les processus qui vont permettre d'instancier, d'initialiser les objets. Peut-être cela, ouais, si je peux dépasser de 5 minutes encore, je vous en parlerai. Après, on va avoir les patterns de structure qui vont être un peu plus complexes et les patterns de comportement qui vont être pour des sociétés de classe. Oui,
voyez, vous avez singleton, donc ça, factory, builder et prototype. Ouais, on va passer ça assez rapidement en vue là, et comme ça demain je partirai sur la suite, et parce que comme demain on n'a qu'une heure, ça va être plus rapide. Donc voilà, pattern singleton, comment faire pour avoir une instance unique d'une classe. Donc je pense que vous connaissez tous ce pattern singleton avec un constructeur privé et une instance statique, d'accord, que vous pouvez récupérer avec une méthode qui s'appelle getInstance, d'accord. Je ne vais pas vous m'étendre sur ce pattern-là parce que je pense que tout le monde le connaît à peu près. C'est pas une panacée, mais disons que ça rend bien des services quand vous avez besoin d'être sûr qu'il n'y aura pas 15 000 instantiations de la classe. Et pour information, donc l'appel getInstance, si l'instance est nulle, fait un new, si l'instance n'est pas nulle, renvoie l'instance. La notion de factory. Fabrique en français, donc c'est la classe qui va être responsable de la classe création d'objets quand vous avez une logique de création qui est complexe ou quand vous avez besoin de séparer des responsabilités de création. Donc on va parler de fabrique concrète et de fabrique abstraite. Les avantages de la classe de la factory par rapport à un constructeur, c'est que du coup vous savez à qui vous adressez, la classe elle a un nom. Vous pouvez gérer facilement plusieurs méthodes de construction avec des signatures qui sont similaires, mais qui ne vont pas forcément faire exactement la même chose. Vous pouvez retourner plusieurs types d'objets. Vous avez des factories qui peuvent utiliser du polymorphisme. Et donc vous avez une factory qui va avoir la même interface, mais qui peut vous renvoyer des objets qui dépendent de ce dont vous avez besoin. Et donc vous avez un objet qui va fabriquer des instances qui vont être conformes à l'interface ou à la classe abstraite, et voilà, qui va vous renvoyer une méthode instanciée de ce que vous voulez. D'accord. Donc une application peut manipuler des documents qui répondent à une interface document, mais qui va être document papier, document électronique, etc., etc. Ou une équipe veut gérer différentes tactiques de jeu, par exemple. C'est ce qu'il y avait dans des TP précédents. Donc, pour chacun de ces patterns, j'essaie de vous mettre un diagramme abstrait. Donc, voilà, application, document, mail document. Voilà, vous avez plusieurs types de documents qui peuvent exister. Donc, voilà, donc comment une application peut-elle créer des documents sans couplage avec ses sous-classes? Ben, c'est comme ça. Elle est couplée directement avec la fabrique et pas avec les objets eux-mêmes. D'accord. Donc on a une interface document de factory et on a une classe qui implémente document de factory et qui crée des documents. Factory méthode. Le principe général, c'est que alors, vous avez un create product avec un discriminateur dans la méthode, d'accord, et qui va vous permettre de définir dans l'interface quel produit concret vous allez pouvoir réaliser. D'accord. Et donc, elle va choisir le type d'objet qu'elle va vous renvoyer. Abstract Factory, donc une fabrique abstraite, c'est création d'une famille d'objets. C'est une généralisation de ce dont on vient de parler, du pattern factory méthode. D'accord. Et en fait, on va fabriquer des fabriques. On va avoir plusieurs factories et chaque factory va vous permettre de réaliser un des objets qui implémente le type dont vous avez besoin. D'accord. Le client ne connaît que l'interface la plus générale de la fabrique abstraite et il va invoquer cette interface-là, enfin les méthodes de cette interface-là, qui vont être déléguées à des fabriques concrètes qui vont instancier les objets. D'accord. Donc le client, il appelle la fabrique abstraite et vous avez des fabriques concrètes qui vont permettre de créer un produit A1 ou un produit A2, et puis après le client, lui, il s'en fout. Il connaît l'interface du produit, et puis bah, du coup, il va utiliser l'interface de ce produit-là. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'instancier, de réaliser la configuration initiale en s'abstrayant de l'interface, tout en ayant des classes qui sont relativement cohésives, et chaque factory va instancier un type d'objet et pas tous les autres. D'accord. Voilà, donc ça s'applique à des objets qui sont relativement complexes, et la différence avec le pattern factory normal, c'est plutôt utilisé pour de la configuration. Cela dit, si vous voulez faire de la configuration, eh ben, il vaut mieux utiliser ça. Il vaut mieux utiliser le pattern builder, qui est en français monteur,
qui lui permet de réaliser vraiment la configuration en même temps que l'instanciation. D'accord? Donc vous fournissez une instance, mais pas une instance juste qui sort d'un new, mais une instance sur laquelle vous avez pu appeler des méthodes de l'objet pour le configurer. Exemple, donc j'ai un pattern monteur qui a une méthode construire une partie de quelque chose. D'accord? Et en fait, appeler plusieurs méthodes du produit pour pouvoir récupérer avant de récupérer la méthode. Concrètement, bah, vous gérez une instance d'un produit, d'accord? Vous faites un new, vous avez toutes les méthodes de configuration que vous pouvez appeler normalement, que le client appelle au niveau du builder par une seule méthode, par exemple. Et puis après, vous avez un get instance qui va vous permettre de récupérer le- le produit lui-même, l'objet lui-même. Donc ça, c'est beaucoup plus utilisé quand vous avez à faire de la config. Et donc, pattern prototype, objectif réutiliser un comportement, donc on parlait tout à l'heure de polymorphisme, donc ça va avec. L'intérêt, c'est de réutiliser un comportement sans recréer une instance. C'est notamment beaucoup utilisé en JavaScript, en web, parce que bah, comme on fait de l'héritage par prototype, on n'a pas la notion de classe, on recopie des objets. D'accord? Donc ça permet d'économiser des ressources. Et en fait, on recrée un objet vide et puis on va recopier une instance existante avec une méthode clone pour pouvoir avoir le même comportement. Et après, on va être capable de surclasser ou de modifier ce comportement en rajoutant des comportements spécifiques, des méthodes, en changeant les attributs, etc., etc. On appelle ça du polymorphisme à pas cher, mais voilà. Le principe, c'est on n'hérite pas d'un autre objet, on recopie et après on remodifie. D'accord? Donc le prototype possède une méthode clone et après on peut appeler la méthode clone sur plein de sous-objets. Voilà. Donc comme je vous disais, c'est l'implémentation qui a été choisie en JavaScript pour ça. J'ai presque un quart d'heure de retard, je m'en excuse. Je ferai la suite au prochain épisode. Les patterns de structure et les autres design patterns, et après tout ce qui est un pattern architecture. J'arrête l'enregistrement ici et on se retrouve demain. J'essaye moi de mettre en place ce cours-là en streaming quelque part d'ici demain. Enfin d'ici cet après-midi. Au revoir.